Le débat du dimanche, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Deux principaux sujets seront au centre de notre émission aujourd'hui. Les brouilles entre le Mali, la France. Il allait y avoir bruit diplomatique, mais un incident qui est désormais derrière nous avec la présence du ministre malien des Affaires étrangères. On va également parler de ce nouvel appel de l'imam Mahmoud Diko samedi à Bamako. Ils étaient nombreux à répondre présent à cet appel. L'imam a dénoncé, proposé et surtout mis le peuple malien devant ses responsabilités. Des sujets que nous allons commenter avec Baba Ahmed de Nord-Sud Journal, Maître Chakmar Konaré, avocat, Serge Daniel, journaliste écrivain, et Makan Kone de Nouvelle Libération. Avant de décrypter tout cela, un mot, un œil sur le dernier numéro de la lettre confidentielle. Oui, très rapidement, on en reparlera tout à l'heure, on parle de comment le président Ibeka a désamorcé la bombe, la brouille, d'un Paris-Bamako. Il y a un autre article intéressant sur la campagne électorale qui va commencer pour les législatives. Les candidats n'ont pas assez d'argent. Voilà. Voilà, dans la lettre confidentielle Mali, et ça nous permet de faire un petit tour. Nord-Sud Journal également, cette semaine, ce sera quoi? Avant Nouvelle Libération. Essentiellement sur cette bruit Paris-Bamako, où on a vu le ministre des Affaires étrangères du Mali qui était parti d'Ardar pour descendre à l'ambassadeur parce qu'il a quand même dit qu'il est prêt à aller devant les sénateurs pour s'expliquer davantage. D'accord, et Nouvelle Libération mercredi prochain, où on n'a pas encore... Non, peut-être qu'on va parler juste c'est vrai de l'actualité, du déplacement du Premier ministre vers le Nord, on va peut-être parler de cela. Puis bon, éventuellement du meeting du DICO dont on va parler, qu'on n'a pas bien compris en fait, quoi. Donc peut-être qu'on va analyser, disséquer, puis donner notre point de vue par rapport à ça. D'accord, on n'était pas loin de la brouille diplomatique entre Paris et Bamako. La raison, les propos de l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo cette semaine à Paris. Le diplomate malien a cru bon de relever le comportement de certains éléments de la Légion étrangère. Nous l'écoutons justement ici au cours de cette audition. Il n'y a pas véritablement de sentiment, en tout cas anti-français au Mali, il n'y en a pas. Il y a eu à un moment donné un ressenti au sein de la population contre la présence militaire française. Et pour une raison très simple, pour plusieurs raisons. D'abord, avec tant d'hommes, on s'attendait à une lutte ayant plus de résultats et moins coûteuse en vie humaine. On se dit, avec tous ces moyens déployés, comment se fait-il que ça se passe ainsi? Que se passe-t-il? C'était ça. D'autre part, je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je vais vous parler franchement. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que par moments, dans les pigalle des villes de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée nationale du Mali. Alors ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements. Le président Macron avait promis 200 militaires français de plus à Pau. C'est maintenant 600 et parmi lesquels on a fait appel au 3e régiment de Nîmois, n'est-ce pas, des légions étrangères. Alors, c'est bien parce que c'est connu qu'ils sont âpres à la bataille, ils sont âpres à la bataille, ils sont âpres au combat, mais aussi, ils sont aussi âpres au gain. Ce n'est pas le type de soldats, le type de militaires qui, si on ne les encadre pas, donnerait une belle image de l'armée.
je laisserai peut-être le soin. Voilà, l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo, pour être tout à fait complet. Juste après cette audition, le ministre malien des Affaires étrangères, Tibili Dramé, a été dépêché en France, porteur d'un message du président Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue Emmanuel Macron. Là-dessus, le reportage de Makanfi Konaté depuis Paris. Très sensible à la réaction diligente de Bamako et surtout de la présence d'un envoyé spécial du président Ibrahim Boubacar Keïta, le président français s'est dit touché. Je suis chargé de vous saluer et de vous dire toute sa reconnaissance vis-à-vis de la France. Merci beaucoup, M. le ministre. Le président Keïta est mon ami. Merci. Le peuple malien est l'ami du peuple français. Et notre détermination sera sans faille. Merci, M. le Président. Damien Boiteau, premier militaire français tombé sur la liberté du Mali en janvier. Le lieutenant Pierre tombé sur notre liberté. C'est vous dire que, M. le Président, le sang des jeunes Français irriguera l'amitié entre nos deux peuples. Merci. Non, merci à vous, ça me touche beaucoup. Vos mots me touchent et la réaction du président Keïta est à la hauteur de notre engagement et de notre amitié et elle me touche beaucoup. Merci. Je crois qu'elle touche beaucoup merci le monde de l'amiral et Franck Dumondier. Merci infiniment, M. le Président. Ils nous ont dit que l'incident est clos pour eux. J'ai demandé est-ce que le président Macron pense que l'incident est clos. Je vous le confirme. Merci. La solennité de la rapidité de la réaction du président Keïta met fin à cet incident. Voilà, incident clos également selon Emmanuel Macron. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Baba, s'est transformé en journaliste. Il a posé la question à Emmanuel Macron si pour lui l'incident est clos. Oui, parce qu'il a besoin de ça, parce qu'il veut amener un résultat de Paris. Il veut revenir dans les rédactions, hein. C'est une question de journaliste. Non, je pense que le ministre Tibili Dramé a besoin d'amener un résultat à Bamako de Paris. Et donc, il était important pour lui de faire dire au président Emmanuel Macron si l'incident est clos. Donc, connaissant Tibili Dramé, un ancien ministre, un ancien journaliste, donc il connaît l'effet de la communication, il connaît l'importance de la communication, même si, voilà, on pense que c'est un incident diplomatique, donc peut-être on a donné plus d'ampleur, on a donné plus d'emphase à la chose. Voilà, que pour moi, on a fait beaucoup plus de tapage autour de cette histoire que ça ne mérite pas. Oui, Magankone, est-ce que l'urgence de la mission de Tibili Dramé était peut-être proportionnelle un peu aux propos de l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo? Est-ce que ça méritait qu'on dépêche le chef de la diplomatie, qu'on clarifie les positions? Est-ce que les propos étaient de nature à nécessiter tout cela? Non, je crois que pour la forme et puis le respect et puis prouver à la France que nous tenons vraiment à nos rapports, c'était bien, mais comme vous avez pu le lire dans le journal de mon vis-à-vis, je crois que l'incident a été clos bien avant le départ de Tibili. Le président de la République a décroché son téléphone, il a fait ce qu'il fallait faire, il a fait revenir, en tout cas, il a montré des signes et des signaux qui prouvent à Emmanuel Macron à suffisance que les propos de l'ambassadeur n'engageaient que lui et que bon, le Mali. Puis bon, il y a juste 2 ou 3 semaines, le président était avec Macron à Pau, ils ont clarifié leur position et tout. Donc si après l'ambassadeur tient de tels propos, ça n'engage que lui. Moi je crois qu'avant Tibili, l'incident était totalement clos. Comme j'ai dit, en matière de diplomatie, il fallait peut-être une présence du ministre des Affaires étrangères et tout. Maintenant, dire que les propos, peut-être qu'on va en venir, les propos étaient quand même très sérieux. Heureusement qu'à Bamako aussi, ici, on s'y est pris assez tôt pour calmer le jeu, pour clore l'incident. Oui, les propos étaient assez sérieux, Maître Konaré. Il n'a pas dit de nouvelles choses, l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo. C'est des choses souvent qu'on entend dans les rues de Bamako. Moi, je ne partage pas ce que l'ambassadeur Diallo a dit au sujet des tatouages et des boîtes de nuit que les légionnaires fréquenteraient. Par contre, ce qu'il dit au sujet de l'absence de résultats de l'engagement militaire français,
reflète l'opinion de 90% des Maliens. Son tort, c'est d'avoir tenu ce langage, ces propos-là, dans un langage non diplomatique. Il a parlé comme vous et moi, il aurait dû parler en langage diplomatique. Et le langage diplomatique, c'est le langage hypocrite par excellence, où les mots sont masqués, où le fond de la pensée est masqué. Lui ne l'a pas fait, et il ne l'a pas fait devant le Sénat. Le Sénat qui est l'institution en France chargée d'approuver les crédits des opérations militaires extérieures françaises. Alors donc, il a parlé de la pire façon, au pire moment, et au pire lieu. La sanction ne pouvait que tomber. Il fallait que le Mali aille s'excuser au regard des rapports de force qui existent entre la France et le Mali. Pour moi, c'est un incident diplomatique qui est devenu rapidement un orage d'été, qui est passé très rapidement, parce que le président de la République a réglé le problème ici à Bamako très rapidement. Le ministre, l'ambassadeur s'est exprimé à Paris, c'est fait bien de passer l'extrait. Tout de suite, branle-bas, Bamako a cherché à savoir ce qui s'est passé réellement. Le lendemain matin, le président de la République demande à voir l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meillet, ce sont les faits, donc le factuel. Il lui dit, j'envoie directement à Macron un émissaire spécial avec une lettre d'excuse, il faut qu'on se comprenne, ce n'est pas mon point de vue. Et donc tout de suite, il décide, deuxième chose, de rappeler son ambassadeur, en douce, mais on savait que c'était fini, puisque c'était un billet d'avion aller sans retour, et merci, aller simple. Et donc non, c'est comme ça s'est passé. Donc il a dégonflé tout de suite la crise, et c'est ce que doit faire un chef d'État. Il envoie un de ses collaborateurs, qui se trouve être le ministre des Affaires étrangères, c'est tout à fait normal pour porter un courrier. Mais la France savait déjà le courrier qui devait venir, donc le président de la République, pour moi, a plutôt bien manœuvré dans cette affaire, sur le plan, je veux dire, diplomatique. Maintenant, si vous voulez revenir aux faits, peut-être qu'il faut que l'ambassadeur s'exprime, puisqu'il est revenu maintenant. J'apprends que demain ou dans la semaine prochaine, il devait s'exprimer. Pourquoi il s'est exprimé comme ça? Ils étaient quand même 5, c'est-à-dire les ambassadeurs des 5 pays de G5. Est-ce qu'ils se sont repartis les rôles? Pourquoi les autres n'ont pas parlé comme ça? À un moment, il a interpellé le Tchadien, si vous faites attention du style. Le Tchadien, mon collègue Tchadien va vous dire autre chose, mais vous l'avez vu, le Tchadien n'a pas parlé. C'est-à-dire qu'il y a des clés qui manquent pour comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, sur les faits, moi, je n'ai pas vu de légionnaires à Bamako. Je ne sais pas si vous en avez vu. J'en ai pas vu. Ok. Voilà. Peut-être sur les propos, hein, nous sommes un peu le citoyen lambda. Souvent, Baba Ahmed, on ne voit pas quelque chose de gênant s'il faut parler de politique, de réaction anti-politique française. Ça, c'est fréquent à Niamey, à Ouaga, à Bamako. Peut-être c'est un peu l'histoire des tatouages, des Pigalle de Bamako, ou peut-être une réaction décalée. Hein. Si les propos avaient été tenus avant Pau, par exemple, où il y avait des marches, des manifestations, on n'aurait peut-être pas crié au scandale. Oui, effectivement, moi je pense que, c'est-à-dire que sur le fond, sur la forme, il y a des choses à dire. Là où l'ambassadeur s'est complètement trompé de mon point de vue, c'est là où il parle de la présence des légionnaires à Bamako. C'est complètement faux. Il n'y a pas de légionnaires à Bamako. Deuxième chose, quand il parle de débordement, il y a eu des cas de débordement signalés sans pourtant que l'on puisse les vérifier. C'est-à-dire que les soldats débarquant dans le nord, alors on ne sait pas si c'est des légionnaires ou c'est d'autres unités qui enlèvent par erreur une personne, ils vont aller l'interroger, après ils ne les ramènent pas chez lui, mais ils les jettent quelque part à côté d'une ville. Donc il y a eu ce genre de cas qui sont... Et tout récemment, on parle de Tombouctou où la population dans le Gourma se plaint parce qu'ils disent que les soldats de Barkhane, par exemple, mettent le feu dans la brousse. Donc il y a ce genre de débordement. Malheureusement pour nous, on n'arrive pas à les confirmer ici. Mais malheureusement aussi, l'ambassadeur n'a pas parlé de ces cas de débordement. Il a parlé plutôt des soldats tatoués à Bamako, ce qui n'est pas vrai, c'est complètement faux. Ce qui a gâté les choses, c'est qu'un ambassadeur ne représente pas son ministre des Affaires étrangères. Un ambassadeur représente le président de la République. Et donc, quand il parle, évidemment, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que c'est le président de la République qui parle.
Je pense que c'est ça ça aussi est le problème. Vous l'avez dit tout à l'heure, les diplomates sont hypocrites. Ils ne sont pas si hypocrites que ça. Ils savent, ils ont des codes pour se dire un certain nombre de vérités, mais c'était en public. Je crois que c'est vous qui l'avez dit. Et donc, quelque part, les gens ont eu peur. Si vous voyez sur les images d'ailleurs, les ambassadeurs des autres pays, je sais que certains avaient peur. Est-ce que vous voyez? Donc le fait de parler comme ça a donné l'impression que c'était le président de la République du Mali qui lui demandait de parler comme ça. Ok. Voilà. En termes de métaphore, Magan Koné, l'ambassadeur lui-même, il a pris l'exemple de la bouche remplie de graines d'arachide. Lui-même, il a parlé pendant 7 minutes. Et pendant les 7 minutes, dans les propos liminaires, on ne retient que l'histoire des tatouages, des légionnaires à Bamako. Est-ce que ce n'est pas cela qui a été la mauvaise graine d'arachide parmi tous ses propos? Sinon, il a dit d'autres choses, mais en fin de compte, on ne retient que cela finalement. Non, en fait, parce que malheureusement, il n'a pas dit grand-chose de positif, quoi. Il est juste venu, permettez-moi l'expression, tirer sur les légionnaires, les soldats français et tout, comme Ahmed vient de le dire. D'abord, à Bamako, il n'y a pas de légionnaires. Moi, je ne connais pas de Pigalle de Bamako. Il a parlé aussi de manque de résultats. On ne peut pas parler de manque de résultats tant que ça par rapport aux militaires français, quand même. Quoi qu'on dise aujourd'hui, on connaît l'état de notre armée et tout. On sait un peu tout ce que la France fait, tout ce que la France a eu à faire en 2013 et tout. Donc, il ne faudrait pas... Et puis, si c'est un ambassadeur, c'est ce qui est grave. C'est-à-dire que si c'est un ambassadeur qui le dit, comme Serge vient de le dire, les gens, ils n'ignorent pas aussi les liens entre l'ambassadeur et le président de la République, qui ne sont pas juste des rapports de président et ambassadeur. Donc, c'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. L'ambassadeur, on a retenu, comme vous avez dit, on a retenu ces trucs de Pigalle, les tatouages et tout, parce qu'il n'y avait rien d'autre à retenir que ça. Moi, je crois, on ne sait pas pour quelles raisons ils ont été convoqués, en tout cas invités pour s'exprimer au Sénat. En tout cas, lui, normalement, un ambassadeur, il devait venir plaider pour la cause du pays, l'armée malienne, le renforcement, les équipements et tout. Je suppose, hein, comment est-ce que le Sénat peut nous aider à avoir des équipements et tout. Mais si c'est venir dire, bon, écoutez, vous êtes chez nous, vos gars sont chez Foutiria et tout, je crois qu'on ne peut retenir que ça, et en France et au Mali. Heureusement que, bon, l'incident, il est clos. Tagara, je voulais rapidement dire quelque chose avant Maître. Il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas. M. Toumani Djimé Diallo, ce n'est pas n'importe qui. Il était directeur de cabinet du président de la République lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, c'est un proche collaborateur, à la primature également, ancien ambassadeur au Maroc, ancien ambassadeur en Allemagne, avant de venir en France. Donc c'est quand même secrétaire général la présidence. C'est bon ami du président. C'est quand même de longue date. Je veux dire que c'est un gros calibre. Absolument. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que peut-être qu'il y a un élément qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il s'exprime comme ça? Peut-être qu'il le dira un jour. Okay. Je crois, j'allais dire peut-être qu'en off, il a dû, avec des gens, des officiels, tenir de tels propos, mais c'était des propos en off, peut-être en causant, en prenant du thé, mais ce n'était pas destiné à la place publique et surtout au Sénat. Ok, Maître Konaré, sur les réseaux sociaux quand même, il y a beaucoup d'internautes qui se reconnaissent dans les propos de Toumani Djimé Diallo, qui les félicitent même, et ça nous prouve un peu la disproportion entre peut-être la position officielle du Mali, la position du chef de l'État par rapport à la France, et souvent celle de certains Maliens d'en bas sur les réseaux sociaux notamment, qui approuvent les propos de Toumani Djimé Diallo. Non, je vous ai dit que sur le manque d'efficacité de l'engagement militaire français, ce que l'ambassadeur a dit reflète l'opinion de 90% des Maliens, à commencer par moi-même. Pour moi, l'engagement aurait dû produire de meilleurs résultats. Je vous ai dit que le tort de Toumani, c'est d'avoir tenu ce discours-là au plus mauvais endroit, mais aussi dans un langage non diplomatique. Et je rappelle que les rapports de force entre la France et le Mali ne permettent pas à un ambassadeur français malien de parler sur ce ton au sujet de la France. Sinon, rappelez-vous, l'ambassadeur d'Allemagne au Mali a dit dans la presse qu'il n'encouragerait aucun Allemand à investir au Mali du fait de la corruption généralisée. Eh bien, il n'a pas été expulsé. Il n'y a eu aucune sanction, même s'il était sur le départ. Laissez-moi terminer. Ce que Toumani dit n'est pas forcément faux. Hein. D'accord. Donc, il n'y a eu aucune sanction parce que l'Allemagne est puissante.
Le Mali n'a aucune force par rapport à la France. D'accord. C'est ça que l'ambassadeur n'a pas. Baba Ahmed, on va avancer. Il y a une question. On va avancer. La France a besoin du Mali et le Mali a besoin de la France. Le Mali n'a aucune force par rapport à la France. Je sais bien que chacun a besoin de l'autre, mais la France, c'est notre puissance coloniale. Baba Ahmed, est-ce que la célérité de la présence du ministre des Affaires étrangères à Paris n'est peut-être pas due au fait qu'il y avait une menace, je sais pas, d'expulsion de l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo? Parce qu'on se rappelle, il y a quelques mois, un diplomate français de la MINUSMA avait été qualifié persona non grata. On parle de réciprocité. Est-ce que Toumani Djimé Diallo ne pouvait pas être sous le coup de cette autre menace-là? Non, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire de la communication autour de cette affaire. Le problème était résolu, Serge l'avait tout de suite souligné, déjà par le président de la République. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais bon, certains ont pensé qu'il fallait partir tout de suite. Parce qu'ils voient un canal de communication autour de leur personne. Le ministre Tchiblé Dramé était parti jusqu'au dire au président du Sénat français, moi je suis prêt à revenir devant les sénateurs. Et quand on voit, quelques temps après, il vient devant le président Macron pour dire au président Macron, est-ce que l'incident est clos? Il veut tirer de la bouche du président Macron que cet incident est clos. Donc pour moi, on a fait beaucoup d'étapage là-dessus. Je pense qu'il fallait plus économiser cet argent du billet aller-retour du ministre Tchiblé Dramé et sa délégation. Et sa délégation. Très rapidement, parce que... Non, je vous coupe. Allez-y. Excusez-moi. Donc, c'est clair. Pour moi, je pense que les rapports entre le Mali et la France sont très bons depuis Pau. Il n'y a plus de sentiments, en tout cas de façon publique, il n'y a plus de manifestations contre la France. En tout cas, l'axe Paris-Bamako se porte à merveille. Officiellement. Donc pour moi, il n'y a pas entre Paris et Bamako. Non, mais c'est très rapidement pour dire, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Mali arrive à Paris à 5h30 ou à 6h, l'ambassadeur était déjà il prenait la route pour venir à l'aéroport. Donc c'est pas lui qui allait empêcher une expulsion, etc. Non, les choses ont été réglées à Bamako. C'est pour ça que je parle d'orage d'été. Un orage d'été, c'est un orage qui passe rapidement. Donc le président a bien vu les choses, des rapports de force. C'est vrai, j'ai appris que de Paris, il y avait autour de Macron des gens qui disaient il faut le déclarer persona non grata. Est-ce que le président de la République a tenu compte de ça? On le saura peut-être un jour dans ses mémoires, s'il écrit ses mémoires. Mais je dis encore une fois, l'affaire a été très rapidement réglée ici à Bamako. Ok, une autre question là-dessus, Makankone. On se rappelle l'interview que le président Ibeka a accordée à nos confrères de RFI et France 24 quand on lui a posé la question sur le député de la commune 4, Moussa Diarra. Il a affirmé qu'il est en rupture de banc. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo lui aussi est désormais en rupture de banc? Non, que c'est un singleton, je ne crois pas. Je crois qu'il est quand même encore dans le système diplomatique malien. Comme Serge l'a dit, il faut d'abord qu'on comprenne, il faut qu'il s'explique. Ouais. Il doit s'expliquer et au président, lui le président, et même à la limite au peuple malien, quoi. Oui. Parce que c'est quand même sérieux ce qui se passe. Moi au-delà de ça, je crois qu'il se pose maintenant, même au président de la République, le choix des hommes, parce que c'est quand même un incident qui pouvait coûter très cher à notre pays. Un ambassadeur qui tient de tels propos en France, au Sénat français, et pendant cette période où on a le plus besoin de la France. Donc je crois que l'ambassadeur, il n'est pas du tout en rupture de bas. Il est même du parti au pouvoir. Voilà, si. Peut-être qu'il va s'expliquer. Et puis comme plus tard, on va comprendre des choses, quoi. Ok. Maître Konaré, oui. J'insiste sur la question des rapports de force. Ce que Donald Trump dit de Macron, vous l'entendez tous les jours. Ce que le président turc dit de la France, vous l'entendez tous les jours. Il n'y a ni sanctions, ni rien. C'est parce que le Mali est tout petit par rapport à la France. C'est pourquoi on ne permet pas à nos ambassadeurs de parler. Et sinon, ce que Toumani a dit là, c'est la vérité. Il n'y a pas de résultats, il faut de meilleurs résultats. C'est bon, on a besoin de forces étrangères. Moi, je ne m'attarde pas sur les tatouages. Je trouve que ça, c'est un épiphénomène. D'accord. Mais les résultats, il faut qu'on en parle.
Ok, deuxième thème de ce débat du dimanche, on en parlait. Le Palais de la Culture de Bamako a refusé du monde ce samedi. De nombreux Maliens ont répondu présents à l'appel de l'imam Mahmoud Diko. Le parrain de la CEMAS a dénoncé, proposé et mis les Maliens devant leurs responsabilités. Le compte-rendu de Aminata Mariko Kone et Malik Mbaye. Face à ses sympathisants, l'imam Mahmoud Diko dénonce la gouvernance actuelle, la crise sécuritaire, la grève des enseignants, entre autres. Tergiversé, hésitation, tâtonnement, il est grand temps qu'on y mette fin à ça. Le peuple n'est pas un peuple soumis. C'est aberrant. Mais nous le comportement de tous les jours, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour la stabilisation du pays, il demande une trêve aux enseignants, aux chefs rebelles Iyad Ag Ali et Amadou Koufa. Je veux dire ici à l'intention du syndicat, les enseignants, vous voulez Kenenkane Alaï, vous voulez Nakiraï, vous voulez ni Balmaya ni Shinji, au cas que Sabali Baoui. L'autre côté, le gouvernement de la République du Mali, mais au Tédéli, non, le but ne se négocie pas. Et ici, ma modeste personne va dire à notre syndicat que le peuple malien va se porter garant. Riyad Agaï. Le matin, Nyeshi, Hamadou Koufama, Allah dit. Souma au Kofe Kanini, Gamana, Bembe Toye. Au Koudida, au Kanikoyo, au Katref Dama. Fort d'une importante capacité de mobilisation, l'imam Diko a appelé à la mobilisation le vendredi prochain. Dumadon. Demseni Makroba, Kata Kidirafo Kidal. Dugu kana toy yoro kana toy namma wuli ka duan yere hanna nye gomoro de ta mo tsaka jamana nka sawoye namma son. Le leader religieux parrain de la CEMAS demande au peuple de prendre son destin en main afin de défendre l'honneur du pays. Voilà, Baba Ahmed, ce nouvel appel de l'imam Mahmoud Diko. D'abord, est-ce que vous y étiez? J'étais là, j'étais dans la salle. Oui, bien sûr, en tant que journaliste. J'étais dans la salle et j'ai suivi. Et je pense que pour la première fois, en tout cas, je n'arrive pas à décrypter, ou plutôt l'imam Mahmoud Diko envoie des signaux contradictoires. D'abord, quand vous écoutez dans son cercle le plus restreint, on dit que Mahmoud Diko était lundi passé chez le shérif de Nioro, il a discuté avec lui, et que Mahmoud Diko devrait faire cet appel-là. Les prochains jours, le shérif de Nioro devrait lui aussi faire des appels. Entre-temps, dans les mosquées, on doit sensibiliser les gens pour préparer vendredi. Sauf que Mahmoud Diko n'a pas dit ce qui va se passer vendredi. 1. 2. Mahmoud Diko est très proche du Premier ministre Boubou Cissé. Il dit que c'est son fils. Il dit que quelques jours avant de venir au palais, il a passé chez lui pour lui demander qu'est-ce qui se passe avec l'histoire des blindés. Ce qui veut dire que les liens entre Mahmoud Diko et le Premier ministre Boubou Cissé existent et étroites. Donc, Boubou Cissé est chef du gouvernement. Qu'est-ce que Mahmoud Diko, qui a des liens étroits, va faire contre le gouvernement? Première chose, première question que moi je me pose. Deuxième question, ou deuxième point que j'ai souligné, Mahmoud Diko demande une trêve à Iyad, ce qu'on appelle Hadou en arabe, à Iyad, à Gagali et à Amadou Koufa. Pourquoi? Étant donné que tu es fâché contre quelqu'un, pourquoi tu demandes à l'autre de lui laisser le temps? Deuxième chose qui est contradictoire. Donc aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a besoin d'une trêve pour organiser les élections législatives. Donc c'est au bénéfice du gouvernement. Troisième point, il demande aux enseignants de reprendre et que c'est le peuple qui va garantir leur dû. Aujourd'hui, c'est le gouvernement malien qui a besoin à ce que les enseignants reprennent les classes pour que les choses puissent aller. Voilà. Donc pour moi, c'est des signaux contradictoires. Vous pensez qu'il marche pour le gouvernement, finalement, si je déduis vos propos?
Pour le moment, tout ce qu'il montre, oui. Tout ce qu'il montre, il montre qu'il est avec le gouvernement et qu'il marche pour le gouvernement. Oui, sauf que Makankone, on a également entendu dans son discours, il dit que les Maliens affirment que Boubou c'est son fils, Ibeka c'est son grand frère, mais pour lui, ni Boubou ni Ibeka ne sont rien, entre guillemets, par rapport au Mali. Ce sont certes des parents à lui, mais le Mali, il met au-dessus de tout ça. Moi, honnêtement, et comme Ahmed vient de le dire, cette sortie de l'imam, je ne l'ai pas bien cernée. Ça m'a paru un peu bizarre parce que on ne sait pas en réalité. L'imam, c'est notre bon ami. Aujourd'hui, c'est clair que parmi les comptes pouvoir, il compte. C'est l'homme qui, à chaque fois qu'il voit que ça ne va pas, il sort, il dit des choses, il fait des appels. Vous avez remarqué que le week-end dernier, et en début de semaine dernière, et le président et lui sont allés voir le shérif de Nioro. C'était en prélude, je crois, à cette manifestation. Donc, en réalité, on ne sait pas aujourd'hui, honnêtement, les gens sont brouillés par rapport à ce que l'imam cherchait, le message qu'il voulait faire passer hier. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il est destiné à qui le message? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce que quand il dit aux gens, patientez jusqu'à vendredi, s'il n'y aura rien par rapport à quoi? Il a même dit aussi, bon écoutez, on va vous dire le lieu et l'heure et tout du rassemblement de vendredi plus tard. Vous voyez, en fait, c'est ce que les gens le reprochent un peu à l'imam lui-même, c'est le fait que ces initiatives ne vont pas toujours jusqu'à terme. C'est-à-dire, vous avez vu, le 5 avril, il a fait des choses, le 10 février dernier, il a fait des choses. Et maintenant, avec l'accord politique de gouvernance, on sait qu'il était très impliqué. Après, sortir aujourd'hui pour tirer sur le président et sur le Premier ministre, pratiquement sur tout le monde, parler de malgouvernance, dire des choses. Franchement, je crois que ça laisse tout le monde dans le décor, quoi, dans le décor carrément. Maître Konaré. Non, je pense juste. On va revenir vers vous. Il n'a pas tiré ni sur le Premier ministre, ni sur le Ah, mais si on parle de malgouvernance, quand on parle de malgouvernance, tu ne peux pas ne pas épargner le Premier ministre. On va revenir vers vous, mais on va laisser Maître Konaré réagir. Vous étiez dans la salle ou pas? Non, j'étais absent. J'ai regardé la vidéo. Et je crois que ça confirme la stratégie de l'imam Dicko. Mahmoud Dicko, qui ne dirige aucune institution officielle, se comporte comme une sorte de représentant de la nation et du peuple au-dessus des institutions. Mais bien sûr, parce que à l'en croire, le peuple est au-dessus du président de la République et du Premier ministre. Et lui, il se comporte en représentant suprême du peuple, au point de dire aux enseignants de retourner en classe et que le peuple se porte garant du paiement de leur dû. Je crois que les enseignants ont même entendu et qu'ils ont appelé à rentrer lundi en classe en attendant vendredi prochain. Parce que vendredi prochain, Mahmoud Dicko demande à tout le monde de sortir de Kidira à Kidal pour venir entendre ce qu'il va dire. Et dans la foulée, il parle de prendre des haches, il parle de prendre des bâtons. Il parle donc en réalité, Mahmoud Dicko met en éclipse les institutions de la République. Quelle va être la réponse de ces institutions? C'est ce que nous saurons dans un bref délai. Alors sur le discours, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Je pense que Mahmoud Dicko occupe une place laissée vide par les hommes politiques, une place laissée vide par la société civile, parce que quand même il aborde 3 thèmes. Il n'a pas parlé de religion lors de son meeting, parce qu'il a parlé en bambara, mais il nous a accordé après un entretien en français pour résumer ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé de religion. Aujourd'hui, l'école, qui ne serait pas d'accord pour qu'on intervienne pour que les gens repartent les classes? S'il arrive à faire retourner les étudiants, les professeurs, les enseignants à l'école, il va devenir, il était déjà une force plus ou moins incontournable, mais je pense qu'il va devenir totalement incontournable à ce moment-là. Donc c'est ça le véritable problème. Si vous laissez le champ libre aux religieux, à des hommes qui ne sont pas des hommes politiques, faire de la politique, là vous aurez des problèmes. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vous avez vu dans la salle, ce qui m'a surpris, cette fois-ci, et les autres fois c'était la même chose, c'est que vous avez des leaders de l'opposition qui sont présents dans la salle, un peu comme s'ils étaient en train de former autour de Mahmoud Dicko un nouvel Ante Abana.
un mouvement de contestation. Je pense que, je ne sais pas si ses propos étaient pro-gouvernement, si on peut dire qu'il soutenait le gouvernement. Je pense qu'il ne soutenait ni le gouvernement, ni l'opposition, mais qu'il soutenait une seule personne, il soutenait Mahmoud Dicko lui-même. En disant, écoutez, moi désormais je suis une force. Et que ce soit à gauche ou à droite, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est moi, je prends les choses en main, j'ai mon mot à dire. Vous avez dit une fois ici qu'il était un peu le gardien du temple. Enfin, c'est moi qui l'ai dit, vous l'avez confirmé, si vous vous souvenez. Je pense qu'il quitte son rôle. Maintenant, il joue le rôle de chef du temple. Laissez terminer, chacun va réagir. Il quitte le rôle plus ou moins de gardien du temple pour dire c'est moi le temple désormais. Et donc on va voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Oui, ok. Est-ce que maintenant la difficulté, l'équation, ce n'est pas à ce niveau, puisqu'on a vu sur la page Facebook d'un autre religieux qui a dit qui est l'imam Mahmoud Dicko pour donner un ultimatum au gouvernement de la République. Est-ce que l'équation ne sera pas cela? Mahmoud Dicko face aux institutions de la République. On est quand même des républicains. Mais bien sûr, on peut pas, cette équation ne peut pas ne pas se poser. Mais je voudrais d'abord dire que le religieux qui a réagi à Mahmoud Dicko n'est pas aussi crédible. Là, on sait qu'il a des casseroles qu'il traîne derrière lui. Mais ça, c'est pas important. Ce n'est pas le sujet. On a surtout besoin du message. Ce n'est pas le sujet. Mais effectivement, c'est que je disais, moi, mon point, comme je l'avais dit, mais bien vrai que mon frère Baba Ahmed n'est pas d'accord, c'est que moi, je n'ai pas cerné Mahmoud Dicko. Aujourd'hui, il ne peut pas dire, c'est vous qui l'avez dit, dire que le Premier ministre a son fils et tout, qu'il allait le voir et tout, et puis venir parler de mauvaise gouvernance et dire clairement en Bambara que Niamoro Nounou, c'est-à-dire que ces dirigeants actuels, on les dit, écoutez, ne faites pas ci, ne faites pas ça, on les avertit, on les donne des trucs, mais demain ils font pire. Ils parlent de qui? Quand on tient de tels propos, tu ne peux pas exclure le président et le Premier ministre. C'est les deux premières institutions. Il allait jusqu'à dire de suspendre les autres institutions, de dissoudre, disons, l'Assemblée, disons, la Cour constitutionnelle ou le vérificateur. Moi, je crois qu'il a vraiment tiré sur l'État même en réalité. Parce que quand il parle de... Et puis le discours de Mahmoud Dicko, c'est vrai qu'il change souvent, mais le fond, c'est toujours la mauvaise gouvernance. Il a toujours parlé de mauvaise gouvernance de l'État, du pays qui est mal dirigé, du pays qui est mal géré, des gens qui sont tués. Il a dit aussi qu'il y a de tout. Là, je ne sais pas à qui il parle. Il dit, tous les jours, les gens sont tués dans notre pays et que le peuple va prendre son destin en main. Moi, je crois que c'est ça la phrase importante. Le peuple va prendre son destin en main vendredi. Comment? Voilà, si le peuple prend son destin en main, Baba Ben, est-ce que l'imam ne voudrait pas dire que le 5 avril a été une manifestation inachevée et qu'il faut peut-être parachever les choses le 6 mars prochain, puisque le 5 avril, c'était il y a moins d'1 an. Si on vient avec un nouvel appel, peut-être que les objectifs assignés au 5 avril n'ont pas été atteints et qu'il faut finir le job. Que veut l'imam Mahmoud Dicko de façon concrète? Alors, que veut Mahmoud Dicko? Je pense que nous cherchons tous la réponse à cette question. Mais en ce qui concerne le 5 avril, moi je pense qu'entre le 5 avril et aujourd'hui, on est le 1er mars 2020. Donc le vendredi prochain, c'est le 6 mars. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Il était carrément contre le Premier ministre Soumaïlou Boubouaï qui était là à l'époque. Et donc, je pense qu'entre-temps, lui-même, il appelle son fils. Donc, le Premier ministre Boubou Cissé a été nommé. Et je vous rappelle que l'imam Mahmoud Dicko a accompagné Boubou Cissé lors de certains voyages, notamment tout récemment à Abu Dhabi. Donc, c'est quelqu'un, il fréquente beaucoup plus le Premier ministre Boubou Cissé et il a des très bons rapports avec lui, plus que l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubouaï. Donc, pour moi, c'est pas, en fait, il est dans une dynamique et je viens de dire tout de suite que en tout cas, vous m'avez dit qu'est-ce qu'il roule pour le gouvernement. Pour moi, Mahmoud Dicko est suffisamment, il est très grand pour rouler pour lui-même. Mais sauf que il se laisse rouler quand il veut. Voilà, donc pour moi, il est dans une dynamique aujourd'hui, en tout cas, tout ce qu'on a vu, tous les signaux qu'il donne, c'est-à-dire quand il appelle hier à faire une trêve à quelques semaines des élections législatives, quand il dit aux enseignants d'aller enseigner alors que leur situation n'est pas encore réglée, et ils mettent à mal le gouvernement, ils mettent à mal le Premier ministre Boubou Cissé, pour moi, c'est des appels qui sont en tout cas favorables au gouvernement. Maintenant, il est resté très flou. Il a dit aux gens, prenez vos bâtons, on se prépare pour le 5 avril.
Alors, les bâtons, quand on parle en langue africaine, ça veut dire chacun prend son arme. C'est ça, en fait, quelle que soit la nature de l'arme que tu possèdes. Pour les 5 avril, sauf qu'il est resté vague. Pour faire quoi? Et il a dit à condition que si on ne nous donne pas des réponses, alors si le mercredi ou le jeudi, Mamoud Dicko sort pour dire, bon, nous on a eu la réponse aux questions qu'on a posées, donc les vendredis, il n'y a rien, alors ça confirme la thèse que moi j'ai dit, que probablement c'est pour un peu apaiser la situation pour le gouvernement. Vous avez parlé Il a quand même une stratégie. Okay. Il y avait des militants de la CEMAS qui ont, à un moment, qui ont tenté de se présenter aux législatives. Il les a rencontrés en disant, ne vous présentez pas aux législatives. Donc il y a peut-être une stratégie que nous ne connaissons pas encore. Mais mon sentiment, c'est qu'il roule pour lui-même. Enfin, il va faire comme tous les politiques, il va dire, je roule pour le peuple. Mais il roule pour lui-même d'abord, en ayant sa place, parce qu'il a désormais une place. Il faut voir, non seulement il y a des hommes politiques de l'opposition, mais il y a des responsables de la société civile. J'ai vu un ancien général, de grosses pointues quand même dans ce pays, qui vont assister à son discours. Comme s'il validait, est-ce qu'il valide ou pas le discours? On ne sait pas. En tout cas, après le discours, on n'a pas vu Choguel Maïga, qui était là-bas, par exemple, appeler la presse pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce que dit... » Il est pour moi désormais une sorte de leader politico-religieux sur la scène politique, mais on ne sait pas si il veut pousser quelqu'un, vous parlez de Boubou tout à l'heure, mais ou si c'est lui-même qui veut aller au charbon. Je pense que de plus en plus, c'est lui-même qui veut aller au charbon. Oui, Maître Konaré, vous avez demandé la parole. Vous revenez sur mon analyse première. Je vous ai dit que la trajectoire et la stratégie de Mamoud Dicko, c'est d'apparaître comme une sorte de personnage supra-institutionnel, supra-étatique, une sorte de personnage au-dessus de l'État. Maintenant, pourquoi il se donne ce statut? C'est pour deux choses qui peuvent se mener parallèlement ou alternativement. Première chose, obliger l'État à faire ce qu'il ne veut pas faire, donc une sorte de garant du peuple, représentant non formel du peuple, qui oblige le gouvernement et les autres institutions à se plier à ces injonctions. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, si l'occasion se présente, lui-même prendra le pouvoir. Okay. Je crois que les choses sont très claires. Contrairement à ce que Baba Ahmed dit, tout le discours de Mamoud Dicko est orienté contre le pouvoir. Il n'y a pas une seule phrase favorable au pouvoir. Il a parlé des blindés, dont certains seraient en carton. Ouais. Il a parlé de mauvaise gouvernance. Il dit, ça se raconte dans la rue tous les jours. Quelqu'un qui veut cajoler, caresser le gouvernement dans le sens du poil, ne parlerait pas de ça. D'accord. Magankone, il reste populaire, l'imam Mamoud Dicko. Il a une capacité de mobilisation que beaucoup d'hommes politiques, de leaders politiques n'ont plus. Est-ce que peut-être de ce point de vue-là, il faut se projeter par rapport à des ambitions politiques dans l'avenir? Moi, je crois que l'imam Dicko n'a jamais caché ses ambitions politiques à qui que ce soit. Il a toujours parlé de... Il s'est toujours intéressé à la gestion de la cité. Il dit à tout le monde. En fait, comme je l'ai dit ici, aujourd'hui, l'imam Dicko, depuis un certain temps d'ailleurs, parmi les comptes pouvoir, on est obligé de compter avec lui. C'est l'un des rares notables ou responsables, en tout cas, qui, à chaque fois qu'il sent que ça ne va pas, il sort, quelle que soit sa position, quelles que soient ses amitiés, ses acquaintances avec le pouvoir, il demande aux gens, il fait comme l'ayatollah en Iran. C'est-à-dire que lui, en fait, c'est comme ça qu'il se prend. Il sort, il dit ce qu'il a à dire, il donne il avertit, il donne des ultimatums. Il a toujours procédé ainsi depuis le code de la famille. On a vu la loi sur l'enseignement de l'éducation sexuelle à l'école. On a vu, il est sorti. On a vu les 5. Chaque fois, il sort, et puis il fait sortir beaucoup de monde. Donc, pour vous dire que même si il n'est pas possible qu'il soit roi, Mamoud Dicko est un véritable faiseur de roi et il continuera à être faiseur de roi. Ok, on a insisté sur quelque chose, c'est que tout juste un mot pour dire que j'ai entendu ça tout à l'heure, mais je voulais insister là-dessus. Avant de tenir ce meeting, il s'est quand même rendu
Nioro pour rencontrer le shérif. Et juste après le président. Ok, vous avez parlé de hache et de bâton. Moi, je ne l'ai pas entendu. S'il a réellement dit ça, pour moins que ça. Il n'a pas dit en français. Il y a un religieux qui a été entendu. Moi, j'ai il a dit bâton. J'ai écouté la vidéo au moins 4 fois. D'accord. J'ai regardé au moins 4 fois. Il a dit. Ok, bon, peut-être qu'on va. Il a d'abord commencé par dire que le peuple ne va pas rester comme ça. Alors il va falloir que le peuple s'assume, qui en prenant des bâtons, qui en prenant des haches, qui en prenant, n'est-ce pas, des gourdins. Maintenant, il ne dit pas d'amener ces gourdins et ces haches-là vendredi prochain, mais de venir vendredi prochain écouter ce qu'il va ordonner. Il a parlé en parabole alors. Il n'a pas invité les gens. Il y a des si, il y a des si. La vidéo est là. Il faut écouter. Je voulais rapidement dire une chose. Parce que Maître Konaré, c'est un avocat, il ne faut pas qu'il alarme ceux qui nous écoutent. Il n'a pas dit que vendredi, il y aura quelque chose. En français, ce qu'il a dit, il a parlé de... Attendez, il a parlé de mobilisation citoyenne. Et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir quelque chose si. Il peut y avoir une mobilisation si. Donc il ne faut pas qu'après ce que Maître Konaré dise, les gens aillent dans les magasins acheter de l'eau pour dire ça va chauffer, acheter des vivres. Il n'a pas dit ça. Je répète ce que j'ai entendu. Voilà. Okay. Moi, je répète aussi ce que j'ai dit en français. Il a même insisté pour dire que l'heure, au cas où ça tenait, l'heure et le lieu seront définitifs. Okay. Donc aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà. D'accord, donc il y a beaucoup de si. Voilà. Maître Konaré, s'il vous plaît. Voilà, dernier thème de ce débat. On va juste faire un tour de table là-dessus par rapport à la menace de coronavirus. Là-dessus, un point de presse a eu lieu à la représentation de l'OMS au Mali et nous écoutons le directeur général de l'Institut de la Santé, Dr Agori Ak Ignan, par rapport au coronavirus. Donc c'est la phase de préparation. La phase de préparation a consisté en quoi? La première des choses, c'est d'essayer de protéger toutes les portes d'entrée du pays pour que si éventuellement, si d'aventure quelqu'un d'infecté foulait le sol malien, que nous ayons la possibilité non seulement de l'identifier, de le pister, de le suivre lorsqu'il a les signes, ou bien en tout cas il vient d'une zone où sévit l'épidémie. Et donc ce screening-là, nous le faisons régulièrement. Et la principale porte d'entrée, c'est l'aéroport de Bamako, c'est nous. Ça, vous constaterez, ceux qui ont déjà fait un tour là-bas, que le dispositif... Voilà, le professeur Agori Agignan par rapport à la menace de coronavirus. On aura l'occasion d'en parler plus amplement, Inch'Allah, la semaine prochaine. Mais déjà, un tour de table rapide là-dessus, Makan connaît. Mieux vaut prévenir que guérir. Absolument. C'est pourquoi je voulais attirer. C'est bien qu'on en parle parce que moi, j'ai vu une image qui me parvenue dans Songo, dans la frontière nigérienne, où les gens ils sont en train de faire le test aux voyageurs qui arrivent, mais eux-mêmes, ils ne sont pas protégés. Donc, par rapport à ça, il est important qu'ils soient protégés. C'est pas parce qu'en Songo, c'est de l'autre côté là-bas qu'ils n'ont pas besoin. Mais bon, à part ça, moi je suis rentré de voyage hier ou avant-hier, comme vient de dire monsieur Agiknan, de Gao. Je suis venu de Gao. Donc, non. Mais tu n'es pas en Chine. Non, je n'étais pas en Chine. Mais j'étais à Gao, mais j'étais au départ du contingent de l'amusement chinois. Donc qui partait, qui a fait un bon boulot à l'amusement. Donc vous faites bien de m'en parler pour que je l'évoque ici. Donc le patron de l'amusement était allé les remercier et les décorer pour le travail. Ils font un travail excellent. Ils font même par rapport au coronavirus. Ils ont à Gao, ils ont des dispositifs donc pour vraiment à l'aéroport et tout pour contrer, en tout cas prévenir cela. Oui, Sir Daniel. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. On aurait dû commencer par ce sujet d'ailleurs. Ce que le Mali fait, le ministre de la Santé a convoqué ici une réunion des pays de la CEDEAO, parce que, et juste à cette réunion-là, ce qui est terrible, il y a environ 400 millions de personnes dans l'espace CEDEAO. On n'a pas 3 laboratoires techniques pour analyser en cas d'épidémie. Donc il faut s'organiser. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas s'organiser seul. Mais c'est l'autre chose que je voulais dire, ça me paraît important, ce n'est pas en fermant les frontières
qu'on va éviter cela. Il faut contrôler l'aéroport, les frontières, et c'est très important de pouvoir organiser une riposte nationale, mais en même temps sous-régionale. Un dernier mot, pour dire que ce qui me touche un peu dans la situation, c'est la solidarité chinoise. On voit l'ambassadeur de Chine partout où il y a une manifestation de l'OMS, du gouvernement malien, de la CEDEAO, comme pour dire, nous sommes avec vous. Baba. Oui, c'est une communication du gouvernement chinois parce que tout simplement, je vous rappelle que quand l'OMS a dit que l'Afrique pourra être, en tout cas, il est le plus exposé parce qu'il n'a pas assez de ressources. Le président chinois a dit que nous sommes prêts à assister l'Afrique. Donc c'est de la communication de mon point de vue. À ce qui concerne le Mali, pour moi, le ministre de la Santé, Michel Sidibé, fait un excellent boulot. D'abord, depuis le début, il a convoqué la réunion extraordinaire des ministres de la Santé de la CEDEAO. Il communique sur tout ce qui est un fox qui passe sur les réseaux sociaux. Il est très disponible, il est très présent. Donc ça, on a rarement vu un ministre malien qui est au charbon comme ça. Donc c'est pas... non, franchement, quand quelqu'un travaille bien, il faut dire. Non. Et quand il ne travaille pas bien, il faut le dire aussi. D'accord. Donc, mais cela dit, moi, je pense que le Mali, nous sommes un pays qui est moins exposé de mon point de vue. Oui, qui est moins exposé par rapport au coronavirus. Quand vous voyez les trafics qui se passent à l'aéroport de Bamako, c'est loin d'être celui qui est même de Dakar. Le trafic de Dakar est beaucoup plus important au niveau de l'aéroport que chez nous. Okay. Donc pour moi, on est certainement sensible, on est très vulnérable au cas de coronavirus, mais je pense que nous sommes les moins exposés. Moi, il faut aussi faire attention. Ce n'est pas la densité du trafic, en fait. C'est les gens qui viennent. Vous avez le cas du Nigeria, par exemple, c'est un Italien qui venait en mission qui était atteint. Oui, Maître Konaré. Moi, je prie tout simplement le Seigneur Tout-Puissant pour que ce virus ne vienne pas au Mali. Amen. Nous n'avons ni les moyens techniques, ni les moyens financiers de lutter contre ce virus, là où les Chinois eux-mêmes se cherchent. Deuxième puissance mondiale. Donc, que ce coronavirus-là, que Dieu nous l'épargne. J'avais espéré que le coronavirus ne survivrait pas au soleil. Mais quand j'ai appris que c'est venu en Algérie et au Nigeria, j'ai frissonné de tout mon corps. D'accord. L'Ebola est plus grave que le coronavirus. Il y a d'autres maladies où le taux de mortalité est encore plus élevé que le coronavirus. Donc, c'est pas aussi... en tout cas, le taux de mortalité, on a beaucoup plus de chances de vivre après avoir contracté le coronavirus que Ebola, par exemple. Ok, cela dit, le temps juste de rappeler qu'un Malien, vous parliez d'Ebola qui avait géré la crise d'Ebola, le professeur So, rejoint l'équipe de l'OMS pour la riposte mondiale par rapport au coronavirus. Espérons que ça puisse porter fruit. La fin de ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Baba Ahmed de Nord-Sud Journal, Maître Chekmar Konaré, avocat, Serge Daniel, journaliste écrivain, et Makan Kone de Nouvelle Libération. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre débat.